Je suis très heureux d'être présent aujourd'hui parmi vous parce que j'ai le sentiment de participer en fait à la création d'un mouvement qui peut-être demain permettra de faire de la Martinique un département où il fait bon travailler, je l'espère en tout cas. Et ce mouvement, en fait, je considère qu'il est très en lien vraiment avec la mission de l'Institut qui, pour être tout à fait transparent avec vous, c'est ce qui m'a attiré au sein de l'Institut Great Place to Work. Donc la mission, c'est de construire une société meilleure pour tous, en aidant les organisations à transformer durablement leur environnement de travail. Devenir des organisations où le fait bon travailler. Et en fait, j'ai envie d'insister sur la notion de pour tous. Et je vous propose de l'étudier sous 3 angles. Pour tous, déjà, avec la notion de qui est le bénéficiaire d'une organisation où le fait bon travailler. Le premier bénéficiaire, c'est bien entendu le collaborateur. Mais c'est également le dirigeant, les managers. C'est également les actionnaires ou les investisseurs. C'est également, derrière, c'est également bon pour le territoire. Et Madame Torpille l'a expliqué très bien ce matin que la Martinique fait face à des grands enjeux. Il y a à la fois des évolutions sociétales, le monde bouge, donc on ne peut plus typiquement manager les gens comme on avait l'habitude de le faire. On a également des contraintes économiques, la concurrence, les subventions, mais également la recherche de qualité, enfin l'exigence de qualité qui remonte à travers des normes, voire même des aspects réglementaires. Et on sait très bien tous aujourd'hui que ces contraintes ne sont pas appelées à disparaître. Donc l'Institut, à travers ses travaux, propose d'inspirer en fait les dirigeants, les managers, pour les aider à créer des environnements où il fait bon travailler. Et je pense que effectivement, à la Martinique, on a un super projet à faire collectivement. Si vous êtes prêts à l'accepter, on peut se fixer, comme me disait Madame Torpille, une belle ambition collective, c'est de faire de ce département un département où il fait bon travail. Alors, également pour la notion de pour tous. Eh bien, derrière, pour tous, c'est tout secteur d'activité, privé, public, également les petites structures, les grandes entreprises, et tout type de secteur d'activité. On a travaillé, on a identifié avec beaucoup d'entreprises de tous les secteurs, que ce soit les transports, que ce soit le commerce, que ce soit également la production, les activités de production. On a pu identifier que dans tous ces cadres-là, on peut trouver des organisations où il fait bon travailler. Alors, c'est pas des organisations qui sont devenues forcément organisations où il fait bon travailler du jour au lendemain. Il y a eu une impulsion donnée notamment par les dirigeants, mais en tout cas, on peut se dire que toute organisation peut devenir une entreprise où il fait bon travailler. Également, par rapport à ça, pour la notion de pour tous, ce qui était important aussi pour l'Institut, c'est la notion de pour tous partout. On est présent aujourd'hui dans 51 pays à travers le monde. Et ça nous a permis de voir, de travailler, d'être les témoins privilégiés de ces problématiques de qualité de vie au travail, d'environnement de travail, dans l'ensemble de ces pays. Et vous doutez bien que effectivement, que ça soit au Brésil, au Japon, aux États-Unis, en France ou en Suède, eh bien il y a des caractéristiques spécifiques dans chacun de ces pays. Et du coup, effectivement, on sait très bien qu'on ne peut pas avoir un modèle unique d'entreprise, en tout cas c'est la conviction de l'Institut. Mais derrière cette notion-là aussi, ce qui était important pour Great Place to Work France, c'est de contribuer à faire que on puisse être dans des organisations où il fait bon travailler partout en France. Et quand je dis partout en France, c'est strictement pas uniquement Paris, c'est pas uniquement la France métropole, mais c'est également les dom-tom. Et c'est pour ça que c'était important pour nous d'ouvrir en collaboration avec Janine ce bureau régional, enfin cette collaboration régionale pour aider des organisations comme vous à travailler sur la démarche Great Place to Work en utilisant nos différents outils. Alors, ce que je peux vous proposer, c'est déjà on parle d'organisation où fait bon travailler, je vais vous proposer une définition qui est une définition qu'a conçue l'Institut. Elle est proposée, bien entendu.
C'est une organisation où en fait le collaborateur a confiance dans le management, une notion qui est beaucoup revenue depuis ce matin. Il est également fier de son travail et travaille dans une atmosphère conviviale avec ses collègues. C'est une définition très simple, j'en conviens bien entendu. L'idée, c'est de partager ensemble une vision commune de ce qu'est une entreprise où il fait bon travailler. Et cette vision commune, demain, vous allez pouvoir, dans vos organisations, essayer de la partager avec votre équipe de management, mais également avec vos collaborateurs, pour créer, à votre niveau, une organisation où il fait bon travailler. Donc c'est vraiment fait pour déjà partager cette ambition collective. Derrière cette définition, en fait, il y a tout un modèle conceptuel qui a été développé par l'Institut, et notamment, elle se décline en un modèle composé de 5 dimensions, les 5 dimensions, c'est la crédibilité du management, le respect, l'équité, la fierté et la convivialité. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de ce modèle dans le cadre de cette présentation, mais tout simplement pour vous donner un exemple, eh bien, si on prend la crédibilité du management, comment on la crée? Eh bien, on la crée via notamment la communication. Donc, madame, je vous rejoins entièrement, c'est un levier clé du modèle. Effectivement, ça passe par de la communication, mais je dirais aussi un peu plus loin que juste de la communication, c'est de la communication équilibrée. C'est-à-dire qu'on va on va communiquer les sujets importants, les changements aux collaborateurs, mais on va également rester disponible, accessible et à l'écoute du collaborateur. C'est également la notion des compétences du management telles qu'elles sont perçues par les collaborateurs. Compétences à donner de l'autonomie, des responsabilités, compétences à écouter le collaborateur et également à recruter des personnes qui s'intègrent bien dans l'entreprise. On va également avoir la notion d'intégrité du management. L'intégrité, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord le respect des promesses, la cohérence discours à action, et c'est également le respect de règles éthiques, enfin, de gérer l'entreprise de manière éthique en respectant des règles et de façon honnête l'entreprise. Ce qu'il faut bien comprendre à travers ce modèle, c'est que c'est juste un cadre pour mener les réflexions dans vos organisations. C'est pas enfermant, c'est juste un cadre qui permet en fait de mettre des mots sur ce qu'on peut considérer comme être une entreprise où il fait bon travail. Et on va chercher à étudier son environnement de travail, son organisation, sous l'angle de ce modèle. Ça va également permettre d'avoir un langage commun au sein de votre entreprise. Et vous allez pouvoir partager déjà avec la direction, également avec vos managers et même avec vos collaborateurs. C'est quelque chose qui va permettre du coup de faciliter les travaux que vous allez mener. Il y a une notion très forte dans le modèle, c'est la notion de confiance. Donc je rejoins entièrement ce qui s'est dit ce matin. Et en fait, à travers ces travaux, on va améliorer la qualité de 3 relations clés. La relation vis-à-vis de l'encadrement, la relation vis-à-vis de son travail, la relation vis-à-vis de ses collègues. Et du coup, on va chercher à développer des relations de qualité au sein de vos entreprises et des relations, je dirais, basées sous la notion de confiance. Et cette confiance, elle va être génératrice en fait de performance. Puisqu'en fait, à partir de là, vos collaborateurs vont pouvoir se concentrer sur leur travail, donner le meilleur d'eux-mêmes, dans l'optique d'atteindre les objectifs stratégiques de l'entreprise, le tout, tant qu'à faire, dans un climat d'équipe, voire dans un esprit de famille. Et vraiment, ce qu'on constate, c'est que derrière, ça génère un cercle vertueux, où ça va contribuer à améliorer la performance de l'organisation. Un point important, et je tiens à insister là-dessus, et n'hésitez pas quand vous échangez en interne sur le sujet dans votre organisation, l'idée c'est pas de créer une entreprise où il fait bon vivre, c'est une entreprise où il fait bon travailler. Il fera bon vivre dans une entreprise où il fait bon travailler, mais avant tout, on est quand même là, dans un cadre, avec une relation qui se fait dans le cadre du travail. Ça n'empêchera pas de créer des liens, mais c'est toujours important de resituer les relations qu'on peut avoir et resituer finalement ce besoin de performance
ce besoin d'exigence au sein de l'entreprise. Alors, si jamais vous avez besoin d'être convaincu, donc on a parlé tout à l'heure de 70% des collaborateurs qui ne sont finalement pas engagés dans leur entreprise. C'est un chiffre qui déjà secoue. Mais sachez également que dans les entreprises où il fait bon travail, eh bien la performance est au rendez-vous. Alors typiquement, certains indicateurs que je peux partager avec vous, c'est l'absentéisme, qui est inférieur dans les entreprises où il fait bon travail de 23% à la moyenne nationale. On a également des entreprises qui se portent mieux, qui sont en meilleure santé économique et qui du coup recrutent. Et ça fait effectivement de la création d'emplois. On a également des résultats économiques, alors là je vais me baser sur des études américaines, 2 fois supérieurs à ceux du marché dans les entreprises américaines cotées en bourse. Il y a des études également qui montrent que dans les entreprises où les salariés se disent heureux, eh bien on a 30% de productivité en plus pour ces salariés qui se disent heureux et plus 37% de ventes. On a également plus de prise d'initiative du collaborateur et du coup plus de créativité, ce qui va renforcer finalement la capacité de votre organisation à remplir, à relever les défis, relever ces enjeux. Bien entendu, on peut après mesurer sur d'autres indicateurs, typiquement le turnover, la rotation des effectifs, les arrêts de maladie, également accidents de travail, le nombre de conflits sociaux, leur durée, également le chiffre d'affaires, même par collaborateur. C'est des indicateurs qu'on peut suivre dans le cadre de ces travaux et sur lesquels on peut voir à quel point ça peut impacter la performance de l'organisation. Alors, une fois qu'on a dit ça, quels sont les leviers à disposition de vous et de vos managers également pour créer dans vos entités des entités où il fait bon travail? Eh bien, l'Institut a identifié 9 leviers d'action à votre disposition pour impacter positivement le vécu et la perception du collaborateur. Ces 9 leviers d'action, je vais vous les présenter. C'est comment vous faites pour inspirer vos collaborateurs, comment vous faites pour communiquer, pour écouter, pour remercier, comment vous les faites évoluer, comment vous portez attention auprès du collaborateur, comment vous recrutez et accueillez les nouveaux collaborateurs, comment vous célébrez les succès, les réussites, et vous contribuez à générer un esprit d'équipe au sein de votre entreprise, et comment vous partagez à la fois la richesse créée, mais aussi partager avec le reste de la communauté, c'est-à-dire quelle contribution citoyenne aussi votre entreprise peut avoir. On a vu ce matin, dans les exemples de pratiques qui avaient été évoqués, qu'il y a beaucoup de choses déjà mises en place dans vos organisations. On a vu aussi que parfois, c'est pas forcément coûteux, c'est juste une autre façon de faire. Tout à l'heure, il y a eu un échange autour de comment on communique, notamment comment on communique sur les objectifs et sur le sens du travail. On a également vu que même on peut écouter le collaborateur à travers des ateliers de coworking, mais aussi comment on peut confier des responsabilités aux collaborateurs et après être surpris finalement par la force qui s'en dégage, par les initiatives qui ont été mises en place, par l'engagement qu'on constate. Et effectivement, ce qu'on a vu avec typiquement le salon qui avait été organisé au sein des collectivités territoriales sur le domaine artistique, où finalement ça a été révélateur de talent. Eh bien, on voit bien que quand on fait confiance aux gens, on a des très très bons résultats. Comment on va également donner du sens au travail? Du sens au travail même chez une personne qui monte des échafaudages. Oui, on peut en trouver. On a des entreprises qui travaillent avec nous, avec des métiers parfois très difficiles, sur des lignes de production, où les entreprises ont cherché à agir dessus pour faire reconnaître, mettre en avant aussi le rôle que joue le collaborateur, même peut-être sur des tâches les moins valorisantes au sein de l'organisation. On a parlé de feedback ce matin aussi, de feedback
négatif, alors on est très fort à donner du feedback négatif, c'est ce qui paraît le plus évident, mais le feedback positif, c'est un petit peu moins un réflexe dans la culture managériale française, déjà, particulièrement. Mais comment on va aussi célébrer les réussites, les succès? Faire grandir l'équipe, c'est vraiment un enjeu important. Donc là, on va parler des entretiens effectivement annuels, de l'évaluation de la performance, de comment on va faire grandir un collaborateur, comment aussi un collaborateur qui a un souhait d'évoluer dans l'organisation, on va échanger de manière transparente avec lui sur ce qui est possible aujourd'hui, ce qui est possible demain, et si jamais il a des vues sur un poste sur lequel, objectivement, il n'a pas encore les compétences, comment on va l'accompagner là-dedans? Mais du coup, ça demande une relation de confiance par rapport à ça, et du dialogue. Grâce au témoignage d'EDF, sur la partie sur comment on accueille les nouveaux collaborateurs, et bien effectivement, l'accueil du collaborateur va jouer un grand rôle, puisque en fait, on va intégrer en fait un collaborateur dans cette communauté. Et effectivement, si le collaborateur est accueilli d'abord avec chaleur par l'équipe, puis après qu'il ait un vrai parcours d'intégration dans lequel on va l'équiper, l'outiller, pour lui permettre demain d'être pleinement performant. Si au bout de 4 mois, par exemple, on va faire également son rapport d'étonnement et qu'on va peut-être même injecter demain de nouvelles pratiques dans l'organisation, eh bien c'est l'organisation qui est complètement bénéfique. Voilà pour les 9 leviers d'action. Sachant qu'une chose qui est importante, vous n'avez pas attendu l'Institut Great Place to Work pour travailler sur ces leviers d'action. Vous avez déjà plein de choses mises en place, que j'espère qu'elles sont valorisées en interne, qu'elles sont reconnues. Mais en tout cas, c'est important de se dire qu'aujourd'hui, vos entreprises et vos managers manient déjà ces leviers d'action. Est-ce qu'ils saisissent toutes les opportunités pour manier ces leviers d'action? Pas forcément. Du coup, il y a de la marge de progrès, peut-être. Mais en tout cas, il y a déjà des choses en place. Un point important par rapport aux entreprises où il fait bon travailler. On n'est pas dans des organisations où il n'y a pas de recherche de performance. Généralement, on est plutôt dans des organisations où la performance est vraiment attendue. Du coup, finalement, elles font souvent la même chose que vous. C'est-à-dire que, typiquement, elles fixent des objectifs avec les collaborateurs, elles les animent, elles communiquent auprès d'eux, elles essayent de les faire grandir. Et finalement, peut-être que la différence, parfois, ne va pas être sur le quoi, mais sur le comment. Et elles ont, du coup, mené des réflexions sur leurs pratiques, sur leur culture en tant qu'entreprise, pour mettre en place des pratiques cohérentes par rapport à leur culture d'entreprise, leur ADN. Et finalement, elles ne sont pas moins exigeantes que vous, mais par contre, peut-être elles sont pas moins exigeantes que dans d'autres entreprises, mais par contre, elles le font d'une certaine façon qui font que la relation avec les collaborateurs est aussi apaisée, de qualité, et permet d'avoir des échanges constructifs, profitables pour l'organisation. Si vous cherchez à créer une entreprise où vous faites bon travail, ne le faites pas tout seul dans un bureau, s'il vous plaît. Je pense que ça ne sera pas votre réflexe vu les échanges de ce matin. C'est vraiment à considérer comme un projet d'entreprise. En fait, c'est se dire, fixons-nous collectivement une ambition commune, de faire de notre entreprise ou de notre organisme public une organisation où il fait bon travailler. Et ensuite, ça sera une œuvre collective où vous allez pouvoir faire marcher l'intelligence collective, c'est-à-dire en associant différents acteurs dans votre entreprise qui pourront être associés. Alors, on vous a mis ici l'itinéraire de la transformation culturelle, puisqu'on considère que finalement, c'est de faire évoluer la culture d'entreprise, voire la transformer. Et l'Institut Great Place to Work a défini un itinéraire de la transformation culturelle qu'on partage avec vous. Pour rappel, ça va demander de mettre en mouvement différents acteurs. Bien entendu, la direction de l'entreprise.
On peut rien faire sans elle. Également la communauté de managers, qui a un rôle clé. Ça va être les relais pour créer à leur niveau une entité où il fait bon travailler. Mais également les collaborateurs, c'est indispensable. Puisqu'en fait, c'est eux qui vivent les situations sur le terrain, c'est eux qui peuvent avoir plein d'idées d'amélioration, sous réserve qu'on les écoute. Sous réserve, comme disait Madame Torpille, qu'on les considère réellement. On a également une dernière population qu'on vous recommande, c'est le COPIL. Alors ça veut dire comité de pilotage. Grosso modo, c'est en fait une équipe de collaborateurs issus de toutes les directions de l'entreprise, avec des profils variés, qui vont être finalement les ambassadeurs de ce programme de devenir une entreprise où il fait bon travail, de créer une entreprise où il fait bon travail. Et du coup, on va faire marcher l'intelligence collective grâce à ça. Et vous allez voir que finalement, ces ambassadeurs vont être des super relais pour vous, dirigeants, pour créer, animer cette démarche d'amélioration. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Effectivement, il y a une sorte de chemin. Ce qui sera important, c'est déjà dans un premier temps de bien impulser la transformation, c'est-à-dire d'avoir une ambition, d'avoir une vision claire sur les leviers à disposition et chercher à mobiliser les énergies. C'est également après, du coup, mettre en mouvement l'organisation pour qu'il y ait vraiment des actions concrètes. Et enfin, dernièrement, c'est ancrer la transformation, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait pas de coup d'épée dans l'eau, pas simplement une action pour faire de la reconnaissance, une action pour communiquer, mais faire en sorte que, finalement, sur les 9 leviers d'action, que ça soit intégré à votre culture d'entreprise, que ça soit intégré à la culture managériale développée dans votre entreprise. Et c'est qu'à partir de là que vous aurez réellement, pleinement le bénéfice d'être une entreprise où il fait bon travailler, puisque derrière, vous allez développer les comportements que vous attendez à tout niveau dans votre organisation, à la fois au niveau de la direction, du management et des collaborateurs. Alors, bon, derrière, je vous ai mis, on a également un petit peu plus de contenu sur chacune des étapes. Il y a un point important, c'est que vous n'êtes pas forcément à la toute première étape. Vous avez déjà travaillé dessus, vous avez déjà plein de pratiques. Potentiellement, vous pouvez, ça se trouve, être uniquement dans la partie ancrer la transformation et faire en sorte que l'expérience du collaborateur est homogène, quel que soit le manager, quelle que soit la saison, enfin le moment dans lequel se trouve. Il sait qu'il peut avoir confiance en fait sur le fait que s'il doit recevoir une marque de reconnaissance, il la recevra. S'il doit recevoir une information nécessaire à son travail, il la recevra. C'est important. Mais du coup, sur la première étape, ce qui sera toujours important, c'est d'inscrire finalement cette démarche de créer une entreprise où il fait bon travailler dans la stratégie de l'entreprise, c'est-à-dire en quoi elle va porter les objectifs stratégiques de l'entreprise et que la direction se dise oui, ça sera un pilier pour notre développement de demain. On veut se fixer un objectif autour de ça, on veut avoir une ambition qu'on va partager ensuite avec l'ensemble de l'entreprise. Les managers, les collaborateurs seront à mobiliser autour de cette ambition, bien entendu. Et sur le comité de pilotage que j'ai évoqué, eh bien en fait, ils vont créer en fait un écosystème qui va aider en fait à mener ces travaux d'amélioration, qui va également aider à interagir avec les collaborateurs autour de cette démarche d'amélioration, autour de ce qui est mis en place par l'entreprise. Derrière, effectivement, il faut mener les actions. Derrière, il faut les définir, il faut les mettre en place. Et ce qui sera important, c'est aussi d'incarner la nouvelle culture de l'entreprise, d'incarner finalement ce qu'on s'est dit, ce qu'on a cherché à viser. Et notamment, tout à l'heure, on a parlé des valeurs. Les valeurs, effectivement, si elles sont juste écrites, elles n'ont pas de valeur, je dirais. Elles sont juste théoriques. Et c'est important que la direction se rapproche de l'exemplarité sur les fondaments des principes de l'entreprise, des principes aussi de la relation qu'on souhaite avoir maintenant au sein de l'entreprise avec l'ensemble des collaborateurs. Donc ils vont devoir incarner la transformation. On aura bien entendu des étapes pour mettre en place des actions. Et puis après, derrière,
il faudra mettre ça, faire vivre, pérenniser la dynamique, pérenniser les pratiques mises en place et pas simplement se dire bah, on a fait des actions il y a 6 mois, ça devrait suffire. Non, il faut se challenger un petit peu plus davantage et être garant de la dynamique. Alors ici, on vous a présenté, donc ça c'était par rapport au modèle de l'Institut Great Place to Work, comment mettre en place ce type de projet. Souvent, ce dont on a besoin, c'est d'une photographie pour savoir où est-ce qu'on en est. Donc mesurer, pour objectiver aussi où on en est. Vous avez aujourd'hui beaucoup de signaux. Enfin, vous avez des remontées des collaborateurs, des managers, des dirigeants, des instances représentatives du personnel. Eh bien, l'idée, c'est de faire une mesure qui permettra, grâce à des benchmarks qui vous ressembleront, de pouvoir se dire où est-ce qu'on a des forces, où est-ce qu'on a aussi des qualités et où est-ce qu'on a des axes d'amélioration. Eh bien, l'Institut propose 2 outils de diagnostic. Le premier, c'est une enquête auprès des collaborateurs. Donc, on est dans un dispositif d'écoute. On va interroger le collaborateur. Alors, sur notre questionnaire, il s'appelle le Trust Index. Il est composé de 64 questions qui va permettre de mesurer en fait ce que pensent vos collaborateurs sur l'ensemble des composantes d'une entreprise où le fait bon travailler. Donc ça va faire écho au modèle que je vous ai présenté en début de cette présentation. On va avoir la vision du collaborateur par rapport à la communication, par rapport à l'écoute, par rapport à la vie en collectivité, par rapport à la solidarité, par rapport à la fierté quant à son travail également. Donc un questionnaire qui prend généralement 15 minutes pour votre information. Le deuxième outil, c'est le Culture Audit. C'est un dossier que vous aurez à compléter, si vous le souhaitez, qui permettra de recenser vos programmes, vos pratiques en lien avec les 9 leviers d'action. L'idée, c'est d'avoir une vision claire sur ce que vous faites déjà, d'avoir une vision claire aussi, même vous, quand vous le relirez dans son ensemble, sur la cohérence d'ensemble, pour se dire finalement quels sont les leviers qui sont visiblement bien perçus par les collaborateurs, sur lesquels du coup je n'ai pas forcément à retravailler ces leviers, et sur les leviers où effectivement la perception des collaborateurs, vous allez vous rendre compte que parfois effectivement dans ce levier, il y avait assez peu de programmes, de pratiques, ou alors dans ce levier, il y avait des programmes, des pratiques, mais visiblement elles ne sont pas payantes, c'est-à-dire qu'elles ne couvrent pas les besoins réels du collaborateur. L'idée, c'est d'avoir une double approche. La perception des collaborateurs d'un côté, et de l'autre côté, ce que vous faites, pour ensuite pouvoir travailler, mener des actions d'amélioration, mais à partir d'une vision claire de l'existant. Alors, je vous ai mis ici des extraits des 2 questionnaires. Donc là, l'enquête auprès des collaborateurs, on est sur des questions très concrètes. Dans cette entreprise, l'ambiance est conviviale, les conditions de sécurité sont remplies. On en a parlé de l'importance tout à l'heure, je vous rejoins entièrement. On a également, si nécessaire, le personnel est prêt à faire un effort spécial pour finir ce qu'il y a à faire. Et je peux poser n'importe quelle question censée à l'encadrement, j'aurai une réponse claire. Pour vous donner un retour, par exemple, le groupe SEB travaille avec nous, et ils utilisent notamment ce questionnaire. Et le retour qu'ils nous disent, c'est ce qu'on aime dans votre questionnaire, c'est qu'il s'adapte aussi bien un collaborateur dans des bureaux qu'un collaborateur sur des lignes de production. Et ça, c'est la grande force quand même de ce questionnaire. Le Culture Audit que j'ai évoqué, le deuxième outil de diagnostic, vous voyez, en fait, il est composé de 15 questions ouvertes. Vous en avez ici 3 qui vont vous interroger sur vos leviers d'action. Et typiquement, sur la partie recruter et accueillir, la première question, ça va être lors de vos procédures de recrutement, comment vous assurez-vous que les nouveaux recrutés pourront s'adapter à la culture de votre entreprise? Et du coup, effectivement, par rapport à cette étape phare de la vie du collaborateur, eh bien, on va voir, vous allez réfléchir à ce que vous mettez en place. Donc, vous allez clarifier vos process, vous allez clarifier aussi ce que vous essayez de transmettre dans le cadre des entretiens avec ses collaborateurs. Et vous allez aussi clarifier finalement la promesse en tant qu'employeur que vous faites à vos candidats. C'est-à-dire que vous allez vous assurer, par exemple, que au sein de votre organisation, quand il y a un manager qui passe un entretien de recrutement à un candidat,
qui n'aille pas à faire, par exemple, de fausses promesses. Autant avoir un discours transparent, clair, plutôt que de faire naître un début de relation qui ne sera pas baigné dans la confiance. On a aussi une question sur le sens de l'activité au quotidien. Et ça peut donner lieu à beaucoup de pratiques, beaucoup de programmes mis en place dans ce domaine. Alors, Janine a parlé du palmarès des entreprises où fait bon travailler. Je vais vous présenter du coup le programme de reconnaissance Great Place to Work, qui est un programme qui est en fait composé de 2 labels. En fait, l'idée derrière ça, c'est, comme vous l'avez dit, on ne parle jamais assez de ce qui va bien. Donc l'idée à travers le programme de reconnaissance, c'est de mettre en avant les entreprises qui sont parvenues à créer dans leur organisation des environnements de travail de qualité, valorisés par leurs collaborateurs. Et du coup, on va mettre en avant ces entreprises-là, mettre en avant leurs pratiques et contribuer à leur diffusion pour inspirer d'autres dirigeants, d'autres managers, typiquement. Et derrière, je ne vais pas vous cacher que les entreprises qui sont lauréates de ce programme, qui sont reconnues comme des entreprises où il fait bon travailler, ont un rôle à jouer par la suite, c'est-à-dire qu'elles doivent servir aussi de modèle, d'exemple, et de contribuer au partage des bonnes pratiques et de faire avancer la qualité de vie au travail, de faire avancer la création d'entreprises où il fait bon travailler. Donc elles ont aussi, c'est pour ça que vous les verrez souvent témoigner, mais c'est important pour nous, puisque en fait, tout simplement, ça permet que d'autres dirigeants puissent écouter leurs témoignages et comprendre par les mots d'un autre dirigeant l'intérêt d'une telle démarche, l'intérêt peut-être même de la remise en question de certains modèles managériaux qu'on peut avoir dans certaines entreprises ou qu'un dirigeant peut avoir. Donc le programme de reconnaissance, il y a 2 labels. Le premier, c'est la certification. En gros, à travers les 2 outils de diagnostic que je vous ai présentés, sous réserve d'atteindre un certain niveau de résultat et sur lequel on peut dire que oui, objectivement, vous êtes une entreprise où je fais bon travailler. Oui, vos collaborateurs se sont clairement positionnés dessus. Eh bien, nous allons pouvoir remettre à votre organisation la certification Great Place to Work qui sera exploitable pendant 1 an. Donc, vous pourrez déjà la célébrer en interne. Vous pourrez également l'utiliser en communication extérieure, notamment dans le cadre des recrutements que vous pourrez mener. Le palmarès, il est publié chaque année. On a différentes catégories en fonction de la taille de l'organisation. Et il distingue les meilleures entreprises où il fait bon travailler. Le programme de reconnaissance est basé sur vraiment les 2 outils de diagnostic que je vous ai présentés précédemment, sachant qu'il y a un point qui est très important, c'est que c'est la voix des collaborateurs qui prime. 2/3 de l'évaluation découle du score obtenu suite à l'enquête menée auprès de vos collaborateurs. L'idée derrière, c'est après, tant qu'à faire, célébrer, de valoriser le fait que vous êtes une organisation qui fait bon travailler. Vous avez ici quelques exemples chez Royal Canin, dans le sud de la France. On a également effectivement d'autres entreprises comme le cabinet de conseil Telios. On a aussi, je crois, ici une autre entreprise industrielle représentée. Et puis, vous allez pouvoir célébrer ça en interne, renforcer le sentiment d'appartenance des collaborateurs, renforcer la fierté des collaborateurs de travailler dans votre organisation, renforcer leur engagement et donner du sens au travail, c'est-à-dire qu'ils se disent « ce n'est pas qu'une entreprise, je ne suis pas qu'une ressource, je fais partie d'un collectif et on a développé de belles choses ensemble ». Voilà. Pour ce que j'avais à présenter, c'est tout. Simplement que je voulais souligner aussi l'esprit de partage qui est cher à l'Institut. On fait en sorte qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui puissent témoigner. On fait en sorte également de mettre en avant beaucoup de pratiques. Et du coup, je vous invite, suite à cette présentation, vous aurez ce document, à télécharger des publications menées par l'Institut, à écouter des témoignages de dirigeants qui ont mis en place cette démarche et qui en valorisent beaucoup de choses, enfin les aspects, les bénéfices tirés de la démarche. Et vous pourrez notamment trouver de manière très pratique des fiches bonnes pratiques sur les 9 leviers d'action que je vous ai présentés. Vous verrez ce qui est mis en place
par Mars, ce qui est mis en place par Volkswagen Group, ce qui est mis en place par BlaBlaCar, ce qui est mis en place aussi par PepsiCo dans leur organisation sur des aspects comme comment on recrute les collaborateurs, comment on communique, comment on les inspire. Et j'espère que ça vous aidera demain dans vos travaux, dans votre façon aussi d'interagir avec vos collègues, avec les personnes que vous avez la chance de manager. J'espère que ça nourrira vos réflexions.